Amis du soir, bonsoir. La Boétie. Discours de la servitude volontaire. Partie 5. Disons donc ainsi qu'à l'homme toutes choses lui sont comme naturelles, à quoi il se nourrit et accoutume. Mais cela seulement lui est naïf, à quoi la nature simple et non altérée l'appelle. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Comme des plus braves courteaux qui au commencement mordent le frein et puis s'en jouent, et là où naguère ruaient contre la selle, ils se parent maintenant dans les harnais, et tout fiers se gorgiassent sous la barde. Ils disent qu'ils ont été toujours sujets, que leurs pères ont ainsi vécu. Ils ne pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal et se font accroire par exemple, et fondent eux-mêmes sous la longueur du temps la possession de ceux qui les tyrannisent. Mais pour vrai, les ans ne donnent jamais droit de mal faire, un grandissent l'injure. Toujours s'en trouve-il quelques-uns, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne se peuvent tenir de le secouer, qui ne s'apprivoisent jamais de la suggestion, et qui toujours, comme Ulysse, qui par mer et par terre cherchaient toujours de voir de la fumée de sa case, ne se peuvent tenir d'aviser à leur naturel privilège et de se souvenir de leurs prédécesseurs et de leur premier être. Ce sont volontiers ceux-là qui, ayant l'entendement net et l'esprit clairvoyant, ne se contentent pas comme le gros populace de regarder ce qui est devant leurs pieds. Ils n'avisent derrière et devant et ne remémorent encore les choses passées que pour juger celles du temps à venir et pour mesurer les présentes. Ce sont ceux qui, ayant à la tête d'eux-mêmes bien faite, l'ont encore poli par l'étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté sera entièrement perdue et toute hors du monde, l'imaginent et cela sent en leur esprit, et encore la savourent, et la servitude ne leur est de goût, pourtant bien qu'on l'accoutre. Le grand Turc s'est bien avisé de cela, que les livres et la doctrine donnent, plus que toute autre chose, aux hommes le sens et l'entendement de se reconnaître et d'haïr la tyrannie. J'entends qu'il n'a en ces terres guère de gens savants qui n'en demandent. Or, communément, le bon zèle et affection de ceux qui ont gardé malgré le temps la dévotion à la franchise, pour si grand nombre qu'il y en ait, demeure sans effet pour ne s'entreconnaître point. La liberté leur est toute ôtée, sous le tyran, de faire, de parler et quasi de penser. Ils deviennent tous singuliers en leur fantaisie. Donc, Momès, le dieu moqueur, ne se moqua pas trop quand il trouva cela à redire en l'homme que Vulcain avait fait, de quoi il ne lui avait mis une petite fenêtre au cœur, afin que par là on pût voir ses pensées. L'on vous le dit bien dire que Brut et Casse, lorsqu'ils entreprirent la délivrance de Rome, ou plutôt de tout le monde, ne voulurent pas que Cicéron, ce grand zélateur du public, s'il n'en fut jamais, fût de la partie, et estimèrent son cœur trop faible pour un fait si haut. Il se fiait bien de sa volonté, mais il ne s'assurait point de son courage. Et toutefois, qui voudra discourir les faits du temps passé et les annales anciennes? Il s'en trouvera peu ou point de ceux qui, voyant leur pays malmené et en mauvaise main, aient entrepris d'une intention bonne, entière et non feinte, de le délivrer, qui n'en soit venu à bout, et que la liberté, pour se faire paraître, ne se soit elle-même fait épaule. Armode, Aristogiton, Thrasybule, Brut le Vieux, Valère et Dion, comme ils l'ont vertueusement pensé, l'exécutèrent heureusement. En tel cas, quasi jamais à bon vouloir ne défaut la fortune. Brut le jeune et Casse ôtèrent bien heureusement la servitude, mais en ramenant la liberté, ils moururent. Non pas misérablement, car quel blasphème serait-ce de dire qu'il y ait eu de misérables en ces gens-là, ni en leur mort, ni en leur vie. Mais certes au grand dommage, perpétuel malheur et entière ruine de la République, laquelle fut, comme il semble, enterrée avec eux. Les autres entreprises qui ont été faites depuis contre les empereurs romains n'étaient que conjurations de gens ambitieux, lesquels ne sont pas à plaindre des inconvénients qui leur en sont advenus, étant belles à voir qu'ils désiraient, non pas ôter, mais remuer la couronne, prétendant chasser le tyran et retenir la tyrannie. À ceci que je ne voudrais pas moi-même qu'il leur en fût bien succédé, et suis content qu'ils aient montré, par leur exemple, qu'il ne faut pas abuser du bien nom de liberté pour faire mauvaise entreprise. Mais pour revenir à notre propos, duquel je m'étais quasi perdu, la première raison pourquoi les hommes servent volontiers, et pour ce qu'ils naissent serfs et sont nourris tels. De celle-ci en vient une autre, qu'aisément les gens deviennent, sous les tyrans, lâches et efféminés. Dont je sais merveilleusement bon gré à Hippocrate, le grand-père de la médecine, qui s'en est pris garde, et l'a ainsi dit en l'un de ses livres qu'il intitule « Des maladies ». Ce personnage avait certes en tout le cœur en bon lieu,
et le montra bien lorsque le grand roi le voulut attirer après de lui force d'offres et grands présents. Il lui répondit franchement qu'il serait grand conscient de se mêler de guérir les barbares qui voulaient tuer les Grecs, et de bien servir, par son art à lui, qu'il entreprenait d'asservir la Grèce. La lettre qu'il lui envoya se voit encore aujourd'hui parmi ses autres œuvres, et témoignera pour jamais de son bon cœur et de sa noble nature. Or, est-il donc certain qu'avec la liberté se perd tout en un coup la vaillance? Les gens sujets n'ont point d'allégresse au combat, ni d'âpreté. Ils vont au danger quasi comme attachés, et tous engourdis, par manière d'acquis, et ne sentent point bouillir dans leur cœur l'ardeur de la franchise qui fait mépriser le péril et donne envie d'achaparder, par une belle mort entre ses compagnons, l'honneur et la gloire. Entre les gens libres, c'est à l'envie, à qui mieux, chacun pour le bien commun, chacun pour soi. Ils s'attardent d'avoir tous leur part au mal de la défaite ou au bien de la victoire. Mais les gens asservis, outre ce courage guerrier, ils perdent aussi en toute autre chose la vivacité, et ont le cœur bas et molle et incapable de toute chose grande. Les tyrans connaissent bien cela, et, voyant qu'ils prennent ce pli, pour les faire mieux avachir, encore ils aident-ils. Xénophon, historien grave et du premier rang entre les Grecs, a fait un livre auquel il fait parler Simonide avec Hieron, tyran de Syracuse, des misères du tyran. Ce livre est plein de bonnes et graves remontrances, et qui a aussi bonne grâce, à mon avis, qu'il est possible. Que plût à Dieu que les tyrans qui ont jamais été l'eussent mis devant les yeux et s'en fussent servis de miroir. Je ne puis pas croire qu'ils n'eussent reconnu leur verrue et eu quelque honte de leur tâche. En ce traité, il compte la peine en quoi sont les tyrans, qui sont contraints, faisant mal à tous, se craindre de tous. Entre autres choses, il dit cela, que les mauvais rois se servent d'étrangers à la guerre et les soudoient, ne s'osant fier de mettre à leurs gens, à qui ils ont fait tort, les armes en main. Il y a bien eu de bons rois, qui ont eu à leur solde des nations étrangères, comme les Français même, et plus encore d'autrefois qu'aujourd'hui, mais à une autre intention, pour garder des leurs, n'estimant rien le dommage que l'argent pour épargner les hommes. C'est ce que disait Scipion, ce Croage, ce grand Africain, qu'il aimerait mieux avoir sauvé un citoyen que défait 100 ennemis. Mais certes, cela est bien assuré, que le tyran ne pense jamais que la puissance lui soit assurée, sinon quand il est venu à ce point qu'il nous a mis, lui, homme qui vaille. Donc, à bon droit, lui dira-t-on cela, que Trason en Terence se vante avoir reproché au maître des éléphants. Pour cela si brave vous êtes que vous avez charge des bêtes.